Jean-François Thébault, alors la PDSA, en quoi? Merci beaucoup. Vous avez fait un tabac à l'applaudimètre pour l'instant. Vous êtes au top, mais tout le monde était très bon. Non. Alors Jean-François Thébault, en quoi la PDSA est structurante alors pour la profession? Alors, si je vais me permettre, d'abord, je vous remercie d'avoir invité la HAS à cette table ronde. Quand Philippe m'a appelé, je lui ai dit la HAS n'a pas grand-chose à dire sur la PDSA. La HAS intervient quand on est saisi. On n'a pas été beaucoup saisi sur les problèmes d'urgence. Les référentiels produits par la HAS sont assez limités. C'est la régulation, c'est la prescription électronique. Au passage, j'ai relu la prescription, on parle encore du Minitel. Prescription par Minitel, donc ça nécessiterait peut-être d'être mis à jour. C'est pas si vieux que ça. C'est très vintage. 2011, mais on parle du Minitel, tout en disant que le SMS est peut-être promu un bel avenir. Donc il y a peut-être un travail à susciter. Mais en revanche, il y a des sujets connexes, notamment sur les parcours de soins, sur les prises en charge ambulatoires et sur les protocoles 51 de délégation de tâches, dans lesquels on voit en creux apparaître énormément de problèmes, que ce soit de continuité des soins ou d'urgence, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, on a été saisi récemment sur les problèmes de médiation et d'interprétariat, qui sont aussi des sujets difficiles de régulation téléphonique, puisqu'on interviendra. Mais à l'HAS, on est quand même dans une position privilégiée pour observer les changements et on a fait un certain nombre de constats. Alors, la nouvelle présidente, vous connaissiez bien l'ancien président, qui est le local de l'étape. La nouvelle présidente, je pense que vous ne manquerez pas de l'inviter prochainement, est très attentif à ces sujets-là et il serait ravi de venir participer à vos travaux. Donc, on a, si vous voulez bien, je fais 6 constats prospectifs qui vont impacter fortement dans l'organisation territoriale des soins les problèmes de prise en charge des soins non programmés. Le premier constat qu'on fait, c'est que les maladies ont changé, elles sont devenues chroniques. Bon, c'est la bouteille à l'encre, mais les patients sont plus âgés. Mais ça veut dire que ces maladies chroniques, souvent, dans les urgences, ce sont des maladies chroniques qui sont déstabilisées et des périodes aiguës. Donc ça renvoie à une anticipation et donc à la continuité des soins. Et on voit qu'on n'est pas seulement dans la prise en charge de l'urgence aiguë, bénigne ou grave, mais ponctuelle, mais qu'il y a un problème d'organisation et d'anticipation importante au regard des pathologies qui se développent et qui sont assez prévisibles des épisodes. Ça va se passer, un insuffisance cardiaque, il va faire des poussées, un insuffisant respiratoire, il va le faire. Donc c'est assez prévisible et donc on voit qu'il y a des développements assez structurants, il y a des structurations à mettre en place pour anticiper. C'est le premier point. Le virage ambulatoire, c'est très important, on en parle beaucoup. On a eu pas mal de protocoles 51 sur des prises en charge ambulatoires, notamment, je pense, à la chimiothérapie orale, et on voit qu'il y a un hiatus. Parce que hors des heures ouvrables et des jours ouvrés, dans ces protocoles, on nous dit les services d'urgence, la PDSA, le 15. On voit qu'il y a une nécessité, ça ne peut pas marcher comme ça. On les a toujours refusés à la HAS dans ces cas-là, on essaie toujours qu'ils soient intriqués. Mais on voit que là aussi, il y a une anticipation à faire et dans cette fête d'organisation. Un autre constat qu'on fait dans ces maladies chroniques, c'est que malheureusement très souvent, quand le patient, et le virage ambulatoire, quand le patient arrive quand même aux urgences, on ne peut pas ne pas l'hospitaliser dans l'état où il est, mais il n'aurait pas dû s'y retrouver. Et on voit qu'on a des indicateurs sur des hospitalisations dites, entre guillemets, évitables ou non, qui sont liés à une organisation qui anticipe sur ces sujets. Donc sur ce point-là, c'est très important, si on veut arriver à gérer et à diminuer le nombre de recours, de pouvoir créer des organisations, notamment au niveau territorial, sur les maladies chroniques, qui permettent d'anticiper sur ces choses. Le deuxième point qu'on fait, vous l'avez dit. Il y en a 6, alors il faut accélérer un peu, Jean-François. Oui. On essaye d'être structuré dans notre réflexion. J'ai appris ça en 5 ans. Donc, les médecins ont changé, je vais pas revenir là-dessus, mais dans les changements, on a parlé de changements générationnels, féminisation, etc., mais surtout ce qu'il y a, c'est que dans ces changements, il y a un mode d'exercice collectif. Et donc le mode d'exercice collectif est beaucoup plus propice dans la structuration des maisons pluridisciplinaires à accueillir, notamment aux heures ouvrables, et ça, c'est un espoir. En revanche, on voit apparaître ce qu'on appelle la médecine défensive, qui est au contraire le corollaire où les gens ouvrent le parapluie et multiplient les examens dans ces situations et
ils préfèrent envoyer à l'hôpital par prudence. Là aussi, il y aura un problème à changer. Au niveau des territoires, là aussi, on voit que ça change. On va vers une urbanisation importante, et je ne pense pas que c'est Jean-Yves Graal qui me contredira. Or, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que là où l'offre de soins est le plus importante, c'est-à-dire c'est là où le recours aux urgences hospitalières est le plus important, alors qu'il y a beaucoup de recours, SOS, des médecins, beaucoup de médecins, etc. Là, il y a un problème d'information, sûrement d'éducation, d'information à faire, parce que c'est vraiment totalement paradoxal. À l'inverse, dans les régions plutôt désertifiées, le recours est moindre, peut-être que les gens sont plus durs au mal ou moins exigeants, mais là, c'est paradoxal. Les patients aussi changent, il faut en tenir compte. Alors, ils changent en mieux, plus d'exigences en qualité, sécurité, tout à fait justifiées. Ils sont mieux informés grâce aux nouvelles technologies, on en reparlera, parfois mal informés, ce qui justifie aussi beaucoup de consultations parce qu'ils ont vu des horreurs sur Internet et du coup ils se précipitent aux urgences. Donc là, il y a un problème que je soulèverais par rapport aux nouvelles technologies qui est important. Mais en même temps, ils changent aussi, on va dire, en moins bien, si on peut dire ça, parce qu'ils sont de plus en plus impatients. On est dans l'ère du tout de suite. Avec l'Internet, les nouvelles technologies, on a accès à tout de suite. Donc il faudrait avoir tout de suite. Revendicatif plus qu'avant, les statistiques semblent le donner. Mais on voit aussi qu'il y a un changement mutationnel de la patientèle qui est important. Sur les technologies, c'est quand même un enjeu majeur dont on... C'est pas qu'on n'en parle pas parce qu'on en parle tout le temps, mais sur lequel on n'apporte pas vraiment des solutions. Enfin, du moins, les médecins, les professionnels n'apportent pas suffisamment de solutions. Les solutions sont surtout apportées par des non-professionnels, des organismes commerciaux qui se lancent sur le marché avec notamment des plateformes de conseil. Alors, on voit des plateformes de conseil qui sont très efficaces. Je vois AXA pour la patientèle, enfin, ces adhérents qui sont à l'étranger. Ça leur permet d'avoir un recours. Or, ces services ne demandent qu'à être développés, mais à condition qu'ils soient pris en charge par les professionnels, par les médecins libéraux en l'occurrence, pour pouvoir avoir une réponse qui ne soit pas une réponse commerciale, mais une réponse fondée, justifiée, cohérente. Là, il y a un enjeu très important à saisir et qui permettra sûrement de le réguler. Bon, la télémédecine incluait la régulation du centre 15. On voit que la régulation est un acte de télémédecine. Et on doit aller plus loin pour pouvoir prendre en charge des patients, un certain nombre de patients dans ce sens. De la même manière, dans les nouvelles technologies, pour les nécessités d'avoir un accès de plus en plus important dans les techniques. Alors, les radiologues sont très bien placés pour le savoir. Et donc, là, au contraire, le local et le global permettent de régler le problème, puisque la délocalisation permet peut-être de répondre plus facilement à certaines demandes. On n'est plus obligé d'avoir l'expertise sur place. Il y a des filières qui l'ont bien montré. Et le dernier point, sixième, qui me paraît très important, c'est un problème sociologique. On voit qu'il y a une modification extrêmement importante des sociologies dans les termes d'organisation. Ça se voit dans tous les autres domaines. On passe d'un système qui était très hiérarchisé. On était dans des filières, même en médecine, des filières hiérarchisées, avec des étapes les unes derrière les autres, comme on a voulu faire des parcours de soins avec des étapes derrière les autres, vers un réseau qui est beaucoup plus réticulé, non hiérarchisé, mal régulé, où le consommateur, l'usager, va rentrer par n'importe quelle porte. Il ne va pas rentrer simplement par la porte du 15. On le voit, vous l'avez très bien dit, la plupart des gens vont aux urgences directement. Ils ne rentrent pas dans la filière par où. On voit que cette offre qui est à disposition, cette offre qui est disponible maintenant dans tous les autres domaines de la médecine par les nouvelles technologies, c'est une mentalité. Et donc, pour s'adapter à ces mentalités, il faut qu'on adapte nos organisations et qu'on informe, qu'on éduque les patients d'une manière ou d'une autre, mais surtout qu'on s'implique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une offre libérale sur les réseaux, eh bien d'autres prendront cette place. Cette offre libérale de réponse aux questions, nous, on le voit, elle est indispensable. Il faut prendre cette place. Si on ne la prend pas, d'autres. À la HS où je suis bien placé, je reçois très régulièrement des promoteurs qui ont des idées sur telle plateforme de conseil, tel type de consultation. Ce ne sont pratiquement jamais des médecins qui viennent. Ce sont des commerciaux, des gens qui sortent des écoles de commerce. Le dernier qui est en train de sortir, là, c'est 3 personnes qui sortent d'une école de commerce, qui ont des idées géniales et qui vont mettre en place ces systèmes-là. Si les médecins
ne s'empare pas de ce sujet, il va leur échapper, comme les taxis avec Uber. Merci Jean-François. Voilà. Merci, on a été au 6e point. Merci Voilà. beaucoup. Bravo. On reviendra dans le questionnement. François Braun, vous êtes président du SAMU Urgence de France. Alors, c'est un autre regard, hein, on va le dire comme ça. Vous n'étiez pas favorable au 116, 117. Vous auriez préféré 113 et 112. Vous êtes pour une régulation commune. Alors, quel est votre regard par rapport à ces évolutions et pour favoriser un maintien d'une PDSA, d'une permanence des soins en tout cas, en France de qualité? Alors, bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense qu'un urgentiste avec les URPS, c'est quand même une voie intéressante et ça montre qu'on a fait du chemin. C'est une voie naturelle. Naturelle, oui, je suis d'accord. Vous avez oublié une petite phrase dans le rapport du Conseil de l'Ordre qui ramène tous les ans, quand il parle de PDSA, c'est de dire que la permanence des soins ambulatoires ne doit pas être concurrentielle avec les urgences de l'hôpital. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et c'est dans cette logique, ou en tout cas, c'est dans cet esprit que les urgentistes souhaitent travailler. Alors, on a parlé, déjà, pour vous rassurer tout de suite, à part peut-être un point et un demi-point, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Guylaine Kiffer. Et c'est tout à fait dans notre logique et dans notre développement. Mais je vais revenir sur deux éléments. La permanence des soins, c'est pour moi deux choses, la régulation médicale et les effecteurs. Alors, régulation médicale, je vous invite très sincèrement à ne jamais dissocier ces deux mots. Moi, dans mon ordinateur, quand je tape régulation, ça m'écrit automatiquement régulation médicale. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui sont à l'affût, et vous l'avez dit, et qui vont faire de la régulation. Pour plein de gens, la régulation, c'est un moyen économique, c'est un moyen de faire les choses pas chères, c'est un moyen, etc. Régulation médicale, c'est essentiel. Je suis personne en particulier, mais vous entendez tous qu'on parle de plateformes, de grandes plateformes 112 avec des opérateurs du ministère de l'Intérieur qui régleraient tout. N'oublions pas quand même la partie médicale, c'est ça qui nous intéresse. Et dans la partie médicale, alors c'est vrai que c'est une réunion de médecins libéraux, moi j'utilise rarement le terme de libéral, j'utilise toujours la spécificité qui m'intéresse, c'est généraliste. Moi ce qui m'intéresse chez les régulateurs, c'est leurs compétences plus que leur statut. Mais effectivement, le statut est un problème. Donc cette régulation médicale, c'est assez amusant parce qu'il y a 3 ans, à un congrès d'urgentistes, j'avoue, je suis désolé, nous avons fait une polémique sur les numéros d'appel. Donc les polémiques, il y en a un qui défendait, c'était un qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui défendait le numéro unique, et un autre, c'était moi, qui défendait les 2 numéros à l'époque. Pourquoi ? Parce que dans mon département, il y a un numéro de la permanence des soins qui marche bien, il y a un médecin généraliste, libéral, H24 au SAMU, enfin on a une structure qui tourne bien. Et puis j'avais pris un exemple qui avait fait sourire, mais je vous le redonne parce que je trouve qu'il parle bien, sur cette problématique de 2 numéros ou d'un seul numéro. Je ne vous livre pas un secret, je suis marié, ma femme est médecin, pour autant on a 2 comptes bancaires distincts. Voilà, mais on vit ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis on a aussi un compte commun pour les dépenses du ménage. Et moi, c'est ce compte commun qui m'intéresse. En gros, ce n'est pas parce qu'on arrive par le 15 ou parce qu'on arrive par le 116, 117. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive au même endroit, qu'on ait le même traitement de l'information, qu'on puisse se causer à travers de la table, qu'on puisse se passer les appels. Les gens, globalement, ne se trompent pas trop. Nous, on le voit quand ils demandent un médecin généraliste ou quand ils ont un problème d'urgence. Mais quand ils se trompent, c'est là qu'il faut que ça aille vite. Dans un sens aussi, parce qu'occuper des outils d'aide médicale urgente pour la permanence des soins, c'est stupide. Et dans l'autre sens aussi, parce que là, c'est la vie qui est derrière. Donc, 116, 117, c'est vrai que ce n'est pas ma tasse de thé au départ. Je l'ai dit à madame la directrice. Mais bon, c'est parti, allons-y, construisons ce 116, 117 qui doit être clairement identifié comme la régulation de la permanence des soins. Dans mon sens, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Et j'incite aussi les régions à mettre en place ce 116, 117. Et le 15, c'est l'urgence vitale. Alors après, c'est le discours qu'on va avoir autour de ça qui est très compliqué et on en a discuté encore. Sur le 15, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce que c'est. L'urgence vitale, on ne sait pas ce que c'est non plus. C'est-à-dire que quand c'est grave, en gros, vous faites le 15 ou quand vous êtes en détresse, il va falloir construire le dialogue et la communication. Mais la communication aujourd'hui, elle est sur le 116, 117, c'est ça qui est important. Et moi, je plaide pour qu'on ne mélange pas les discours. C'est-à-dire qu'on fasse une communication sur le 116, 117, qui se mettent en place, et ensuite qu'on fasse une communication plus globale. Parce qu'il est vrai, et vous le disiez il y a 2 jours, téléphoner avant de vous déplacer, oui, d'accord. Probablement, la régulation médicale est un des éléments de solution de la surcharge des services d'urgence, principalement pour les pathologies chroniques, oui. Mais ne mélangeons pas tout. Mettons déjà bien en place ce 116, 117, mettons le 15 existe à côté, on met ça dans les mêmes plateformes, avec des gens qui se parlent, avec des gens qui gèrent ensemble cette plateforme de régulation médicale.
Et puis après, on verra si effectivement on va vers un numéro unique, qui est notre souhait très clairement. Puisqu'on identifie bien le 112 pour le secours, identifions un numéro pour la santé d'une façon globale, et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. On a proposé le 113, ça peut être autre chose, mais si vous allez sur une plateforme santé côte à côte, l'urgentiste, le généraliste, pourquoi pas le psychiatre, pourquoi pas le gynéco-obstétricien accessible dans des grandes plateformes, on va pouvoir apporter une réponse beaucoup plus fiable. Et le 112, aujourd'hui, pour nous, c'est l'urgence, pour vous, c'est police. Non, pompiers. le 112, c'est les secours, c'est le ministère de l'Intérieur. Le 112, c'est pas clair la dans santé. l'esprit du public. Hein. Je pense que là, il y a aussi une tromperie vis-à-vis du public. Je vous donne un tout petit exemple, mais tout le monde le connaît. J'ai une saisie de bande en régulation l'autre jour par la police qui vient. Et on veut la bande de régulation. Non. Comment ça, non? Ah ben non, c'est du dossier médical. Donc c'est avec le Conseil de l'Ordre, le machin, etc. Oh ben on va aller chez les pompiers, ils nous la donnent. Parce que quand vous passez par le 112, il reste en enregistrement de tout ce qui se passe, y compris si c'est un médecin généraliste qui traite. Et là, il n'y a aucun problème. Rien que là-dessus, ça témoigne, on n'a pas le même concept, on n'a pas les mêmes principes. 112, c'est secours, 116, 117 et 15, c'est santé. Et peut-être, j'espère, demain, 113, ce sera santé. Mais bon, voilà un petit peu le complexe. Ensuite, il y a la problématique de l'effection. Et je vais vite pour terminer. Oui, il faut des effecteurs sur le terrain, c'est évident. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand il n'y en a pas, il y a quand même les urgences. Et il faut probablement aussi s'organiser au niveau des services d'urgence pour qu'il y ait une réponse pertinente de la médecine générale. Pourquoi pas dans des filières au sein des urgences? Je vous rappelle que les urgentistes, jusqu'à présent, sont des gens qui sont issus de la médecine générale. Pour autant, ils ne traitent pas bien la médecine générale. C'est évident. Demain, les urgentistes sont une spécialité, au même titre que toutes les autres. Ils n'auront plus cette formation de médecine générale, ils n'iront plus chez un médecin généraliste. Et on continuera de traiter de façon, j'allais dire, on va tuer une mouche avec un bazooka au lieu d'utiliser peut-être d'autres techniques. Donc on a besoin de cette complémentarité, mais il ne faut pas pour autant condamner le fait que dans certains endroits, on est bien content d'avoir des urgences, et les urgences font... Dans les Ardennes et la Haute-Marne. Donc voilà, d'une façon un petit peu générale, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire ensemble, il faut qu'on évolue vers ça, il faut qu'on ait une clarté pour le public en leur disant vous avez un problème de santé, voilà les deux numéros, le médecin généraliste et l'urgence grave ou tout ce que vous voulez. Et puis demain, il faut qu'on puisse leur dire vous avez un problème de santé 24 heures sur 24, n'importe où sur le territoire national, vous avez un numéro à faire, vous aurez la réponse adaptée, on vous mettra dans la bonne filière de soins. Et ça rejoint la problématique de territoire dont vous parliez ce matin. Moi, je pense qu'on avait mis en place l'idée de territoire de santé d'urgence. On nous a demandé de réfléchir là-dessus et de nous intégrer dans le cadre de GHT. Eh bien, peut-être que demain, on va faire des GHT d'urgence. Et ces GHT d'urgence seront probablement le meilleur exemple de la complémentarité hôpital-médecine libérale. Parce qu'on ne peut pas parler d'urgence en ne parlant que de l'hôpital, il faut forcément parler de la médecine libérale. Madame Armentas, vous réagissez quand vous voulez, peut-être à la fin, peut-être pour nous dire un peu comment sera la campagne de pub. Benoît. Juste une question, puisqu'on a mis ces rencontres sous le vocable des territoires. Est-ce que les changements dans les régions, depuis un an, ont déjà eu des conséquences dans l'organisation même des SAMU? Est-ce que vous l'observez? Et d'autre part, dans ce que j'entends, on voit se dissocier de plus en plus les territoires de régulation et les territoires d'effection. Donc comment vous voyez les choses Est-ce que là, il y a le même territoire pour le 116, 117 et le 15 pour la régulation, mais est-ce que pour l'effection, est-ce que c'est forcément ces mêmes territoires? Je pense que malheureusement, les régions n'ont pas encore évolué. Mais enfin, les régions, elles sont toutes neuves. Donc on est dans la construction. Les GHT ont été faits au pas de charge, ils ont été faits sur des logiques qui sont propres à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette réflexion d'urgence. Si on essaie de se projeter, ce qu'on essaie de faire, c'est de se projeter dans l'avenir et de ne plus continuer à réagir sur les urgences. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, on fait quelque chose pour les urgences. Vous avez remarqué, la canicule, on fait un truc, les attentats, on fait autre chose. Essayons de nous projeter, d'arrêter d'être en réaction. Et si on se projette, eh ben nos GHT d'urgence, au territoire de santé d'urgence, ça répond à l'effection, forcément. C'est autour d'un hôpital pivot. On voit bien dans un territoire que les patients ils vont à tel hôpital, pas parce que c'est dans le même département, mais parce qu'ils sont les plus proches. Et puis la médecine libérale répond exactement à la même chose en termes de garde, sur des bassins de population. C'est plus là-dessus la réflexion. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est adapter la régulation à ces bassins. Ne plus dire que la régulation, elle doit être départementale. C'est complètement stupide. Il suffit de regarder, y compris notre grande région, le nord de la Lorraine, c'est 3 départements.
Et il y a 3 régulations différentes alors que tout le monde va dans le même hôpital. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu aberrant là-dessus. Donc on est plutôt à dire, construisons sur la base de ce qu'il y a sur le terrain, soyons pragmatiques, arrêtons d'inventer tout le temps. Il se passe quelque chose sur le terrain, on construit là-dessus l'effection, et cette effection, elle est régulée médicalement par une plateforme de régulation médicale qui s'appelle, alors là je vous rejoins complètement, demain, plateforme territoriale d'appui, avec probablement tout ce qui est télémédecine qui passe aussi par cette plateforme, parce qu'on voit que la télémédecine va dans tous les sens, avec des réseaux dans tous les sens aussi, et quand il y a un problème, il n'y a plus personne et on se rabat sur le 15. Donc on a sûrement quelque chose à construire autour de tout ça, mais on ne pourra pas le construire tout seul, c'est évident. La télémédecine doit être inclue dans la PTA, c'est intéressant, oui. Oui, sur les territoires. Alors là, je vais encore redire un mot qui vient de M. Graal, ce coût humain. Quand on parle de territoire, il n'y a pas que lui qui dit ça, hein, coût humain. On parle de proximité. Et vous le savez tous, la permanence de soins, ça a été quelque chose de long, de difficile à construire. Et là encore, on peut avoir des grands principes, des grands objectifs communs et être d'accord sur tout ce qui se dit, un numéro national, une prise en charge territorialisée sur les SAU. Non, moi, ce que je tiens vraiment à faire passer comme message, au fond, aujourd'hui, c'est appuyons-nous sur les ressources libérales, encourageons-les, aidons-les à se structurer et à perdurer. Là, il y a quand même un vrai enjeu. Sur la nuit profonde, et on n'est pas d'accord avec M. Graal, c'est pas parce qu'il y a moins d'1 acte par nuit qu'il faut supprimer la permanence de soins. On est peut-être, alors vous êtes dans une logique économique, nous, on est dans une logique de réponse. Bravo, dans une logique de réponse. Et il faut oser le dire, un territoire où il y a très peu d'actes, gardons des médecins libéraux, s'ils sont volontaires, ne les décourageons pas.